Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, le live du samedi, bien sûr, où nous recevons des hommes et des femmes qui ont fait l'actualité. Sur mon plateau, deux hommes, Benjamin Tungamani et monsieur Justin Balonga. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été au cœur de l'actualité cette semaine. Une actualité pas trop discrète, puisqu'il s'agissait d'un événement assez particulier, un événement qui est une première ici à Paris, une table ronde sur la détention arbitraire et les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Benjamin Tungamani, souvent quand on a une actualité comme celle, une thématique comme celle-là, les politiques accourent très très vite. On en a vu certains présents dans la salle ce jour-là. Est-il un événement politique ou de la société civile tel qu'on l'a présenté? Le problème du prisonnier politique est avant tout un problème de la société civile. Et pourtant les politiques s'en accaparent tout de suite déjà. Oui, c'est un peu normal. Hein. Vous savez, la politique a cette faculté d'essayer de prendre ce qui se passe au niveau de la société civile et de la transformer. En fait, ce n'est pas un grand problème. Nous disons tout simplement que le problème des prisonniers n'est pas dans la négociation politique que l'opposition peut avoir avec Sassou. Et pourtant, c'est un préalable aujourd'hui dans le dialogue qui devrait arriver ou encore dans les tractations avec M. Sassou par rapport à la crise actuelle. Pourquoi c'est un préalable? Parce que tout simplement, le problème de la justice congolaise, c'est pas un problème qui vient d'aujourd'hui. C'est un grave problème. Est-ce que vous savez que nous savons toujours pas officiellement celui qui a tué Mouabi? Est-ce que nous ne savons toujours pas officiellement ce qui s'est passé au niveau des disparus du beach? Ça veut dire que notre justice pose un problème. Et à l'heure actuelle, en dehors des prisonniers politiques que nous connaissons, de Mokoko, etc., mais il y a des jeunes qui sont en prison, dont on ne connaît même pas les noms. On ne connaîtra peut-être pas les noms. Donc là, on ne peut pas dire, effectivement, qu'on ne savait pas. Nous le savions, et il faut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les négociations politiques. Peut-être que ça va rentrer là-dedans. Ce serait formidable pour nous. Parce qu'en fait, nous militons pour la justice. Alors aujourd'hui, c'est une démarche société civile. Qu'est-ce qui était concerné là-dedans? Qui a participé? Qui a participé? Le grand problème, c'est que nous avons un problème, la justice congolaise, les prisonniers politiques. Il faut bien résoudre ce problème-là. Nous avons des amis français, et même qui ne sont pas français, internationaux, qui nous ont aidés. Ah, vous voyez par exemple le problème du beach, il ne s'est pas fait tout seul. Le problème du bien mal acquis, ça ne s'est fait pas tout seul. Ça s'est fait avec l'aide d'un certain nombre d'amis que nous avons au niveau des droits de l'homme. Et nous avons décidé de faire cette table ronde avec ces amis-là. Pourquoi une table ronde et pourquoi pas une conférence? Parce que dans la table ronde, je vois que vous avez assisté, le nombre devait être limité. Ça devait être des spécialistes qui devaient étudier la question pour sortir. Je crois que Balonga partir. Voilà. Donc, les Congolais sont constitués en un groupe de contact. Et ce groupe de contact a pris contact avec la FIDH, avec Amnesty International, avec Survie, avec Tournons la page, et ils ont accepté d'être avec nous. Donc tous ensemble, nous avons vu par quel mécanisme, un mécanisme international, nous allons utiliser, quel est le mécanisme que nous allons utiliser pour faire pression sur Brazzaville afin qu'on sorte cette prisonnier. On ne peut pas tolérer que ces jeunes-là, et c'est moins jeunes, soient en prison. Alors moi je vais rien juste inciter Benjamin Tungamani sur, je dirais, le côté première fois de ce type d'événement, parce qu'on est habitué à Paris à des grands-messes politiques. Et là c'est quand même un événement très important. Est-ce qu'il y a un tournant en fait aujourd'hui dans la prise en charge de l'actualité politique, de problématiques du Congo auprès des acteurs de la diaspora? Nous voulons, au niveau de la diaspora, utiliser autre chose, parce que le problème de Sassou, c'est un château. Vous attaquez un château et le château ne tombe pas. Il n'y a pas de château imprenable. Il n'y a que des châteaux mal attaqués. Donc nous avons réfléchi en nous disant, mais dans notre démarche nous avons commencé. Vous savez, quand je vais parler de moi-même, ça fait depuis 25 ans que je marche sur les pavés de Paris, mais rien n'a changé. Donc du point de la technique, il faut qu'on devienne plus efficient. C'est pour ça que nous avons pensé effectivement qu'en petit groupe, on pouvait effectivement trouver la stratégie qu'il fallait pour pouvoir changer un peu. Tout à fait. C'est ce que je suis premier. Alors, Justin Balonga, on constate que finalement, on est en train de changer de stratégie. On a vu ce jour-là, en fait, des hommes qu'on n'a jamais vus, en fait, intervenir publiquement dans des problématiques congolaises. Sur cette problématique, déjà, on les a vus intervenir. Ce jour-là, les gens nous disent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des éléments qui ont été mis en ligne, certains ne comprennent pas toujours. Ce serait bien de nous faire une recension. Qu'est-ce qui s'est dit là
ce 13 décembre. Tout à fait. Alors, moi, je voulais d'abord, Benjamin Tungamani a parlé succinctement de nos partenaires. Je voulais aussi préciser, puisqu'à même, sans eux, ces tables rondes n'auraient pas eu lieu. Et c'était des intervenants, bien entendu, pertinents, puisqu'on a voulu changer la donne au niveau de Paris. C'est une grande première, d'où même le mot, la phrase existe en tête de notre... Oui, tout à fait, sur l'affiche. Une grande première au niveau méthodologique. Il fallait étager maintenant la lutte. Dans un premier temps, on était donc avec des partenaires qui sont spécialisés dans la société civile, pour parler de la détention arbitraire. Et là, on a noté donc des personnalités comme Patrick Baudouin, Florent Gel, et aussi, on a noté la présence aussi de deux avocats, de M. Okombi, qui était présent, qui devait même partir très rapidement, mais vu l'intérêt de la table ronde, qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, nous avons pris un certain nombre d'engagements avec nos partenaires, qui peuvent se décliner en 3 phases. Alors, premièrement, on a décidé de mettre en place une campagne internationale d'une grande ampleur qu'on n'a jamais organisée sur la place de Paris. C'était pour briser le mur du silence, de ces privations de liberté massive, des violations des libertés publiques au Congo-Brazzaville. Et puis rompre aussi avec l'inertie sur le Congo. Pourquoi on n'en parle pas? Il se passe des choses. Oui. Il se passe des choses, mais on n'en parle pas. Donc, cette campagne internationale donc, va être lancée avec nos partenaires. Et déjà au niveau du Congo, il y a l'OCDH, qui est une organisation de droits de l'homme au Congo, qui a lancé l'opération « On ne vous oublie pas ». Donc, on va accentuer cela à travers des actions que nous allons mener par la suite. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de mener une mission d'enquête préalable pour faire un état de lieu exhaustif de la détention arbitraire au Congo. Parce qu'actuellement, non pas seulement nous avons des prisonniers politiques connus, mais il y a aussi de nombreux jeunes. Et on parle même de ce qu'il est convenu dans le vocable congolais des prisons mobiles qui circulent à Brazzaville, où des gens sont internés abusivement. Et cette mission que nous allons mener d'enquête va aussi intéresser, avec nos partenaires bien entendu, des députés français, et par la suite nous irons vers aussi les députés européens. Et toujours à nos côtés, il y aura ces partenaires que vous avez vus mercredi 13. Et troisièmement, il y a les actions judiciaires pour arrêter et combattre l'impunité et établir une responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, regarde ce qui se passe, on va aller dans des dialogues inclusifs comme si les questions de liberté devenaient des marchandises, qu'on pouvait marchander sur la place publique. Rien ne s'est passé. On absoudrait le système actuel de M. Sassou Nguesso qui réprime sévèrement les populations congolaises, comme si rien n'était passé. Non, il est question d'établir des responsabilités. Et ça, je pense que notre ami Alexis Nyayoko l'a bien souligné, que les libertés publiques qui sont violées ne doivent pas être considérées comme des marchandises et puis faire l'objet des tractations politiques du style. Voilà, donc autant de la trame que nous avons. Voilà, donc c'est en fait une table ronde qui aujourd'hui continue à produire. Le travail ne s'est pas arrêté, comme disaient les autres. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. C'était la première séquence et il y aura d'autres séquences qui vont suivre. Déjà, moi, je l'avais dit à des amis, dès qu'on avait terminé à 18h notre table ronde, commençait déjà l'étape suivante. Oui. Voilà. Alors, je ne vous demanderai pas de faire le prof de droit, mais au moins de bien comprendre c'est quoi la différence entre les détentions arbitraires et les prisonniers politiques quand on veut parler de la situation congolaise. Au niveau de la situation congolaise, faire une différence entre une détention arbitraire et les prisonniers politiques... C'est de l'arbitraire. Oui. Dans les deux cas, c'est de l'arbitraire. C'est-à-dire, par exemple, à Brazzaville, aujourd'hui, il existe des prisonniers de la DST et des prisonniers qui sont à la maison d'arrêt. Donc, ils sont au niveau de la justice. C'est à cause d'avoir... Donc, la DST, c'est pas la justice. Oui, la DST, c'est pas la justice. Aujourd'hui, à Brazzaville, on débarque chez vous à n'importe quelle heure. On vous prend, on vous amène à la DST, vous y restez plus de 72 heures, vous même y rester des semaines, et par la suite, on vous amène au niveau de la maison d'arrêt, sans qu'à aucun moment vous ayez à rencontrer ni vos avocats, ni un personnel judiciaire. Il y a des gens qui sont restés pendant des mois, presque des années, sans rencontrer M. Oko, ce qui n'est pas normal. Donc, pour répondre à votre question, la détention arbitraire et les prisonniers politiques, ça s'impacte un peu. Parce que
regardez, j'ai une liste ici qui fait pratiquement 300 personnes qui sont en prison et qui ne savent même pas le motif pour lequel ils sont en prison. Lorsqu'on emprisonne quelqu'un, on lui donne au moins les raisons pour lesquelles on emprisonne. Voilà. Hein? Donc simplement expliquer comme ça, les gens comprendraient qu'au niveau de Brazzaville, la justice ne marche pas. C'est la même chose avec... En temps normal, il y a une différence entre une détention arbitraire, dans une situation, je dirais, d'un pays qui fonctionne normalement, oui, tout à fait. il y aurait une différence entre une détention arbitraire et il faut le reconnaître qu'au Congo, on est dans le cadre d'une dictature, d'un régime d'exception. Voilà, donc le droit, pour le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui est mis entre parenthèses. Donc c'est l'arbitraire qui règne partout. Voilà. Puisqu'il y a des citoyens lambda qui sont capturés dans les quartiers et détenus, mais qui ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas émis une opinion politique. Encore cela peut se comprendre pour les détenus politiques, parce que, bon, l'enseignant au Condé Salissa, c'est un homme politique, bien conçu au Congo, il a un parti politique, il émet aussi un discours politique, on arrête pour des motifs politiques. Mais par contre, pour les citoyens qui sont arrêtés arbitrairement dans les quartiers, parce que des visus ou parce que par connotation d'un nom, voilà, tout à fait. Et là, vraiment, mais disons que, je le dis tantôt, on est dans un contexte de dictature où... Pour aller dans votre sens, il y a quelque chose qu'André a eu à dire la dernière fois qui m'a sensibilisé. Je suis parti chez moi avec cette idée-là. Vous voyez quelqu'un qui est torturé et que ses bourreaux lui disent « Nous voulons faire disparaître les Bakongo ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soldat a entendu et sait très bien que le dire n'est pas entré en contradiction avec ce que pensent ses officiers qui l'ont envoyé là. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que l'arbitraire a pris des niveaux qui sont très très dangereux. Parce que, je peux vous lire une liste rapidement comme ça, au hasard. Je prends un nom. Samba Lukosi, torturé en prison. Il était avocat. Comment on pouvait mettre un avocat en prison? Il est torturé. Je peux prendre encore un autre cas. Moussavou Tema, 21 novembre 2017, mort sous la torture en prison. Donc il y a des choses qui se passent au Congo qu'on ne peut pas tolérer. Qu'on ne peut vraiment pas tolérer. C'est pour ça que faire la différence entre, vous avez dit, cette détention arbitraire et prisonnier politique, ça s'enchaîne un peu. Les jeunes qui font des manifestations, qui sont arrêtés, est-ce qu'on peut les appeler prisonniers politiques? Je dis oui. Et tout le combat qui est le nôtre, c'est aussi, comme on est loin des préoccupations d'un état de droit, notre combat, c'est de rétablir le droit. C'est ça, justement, à travers ces tables rondes, c'est de dire que le droit doit primer. Et d'autant plus que le droit existe chez nous, curieusement, il suffit tout simplement de l'appliquer. Mais on ne l'applique pas parce que le système en place... il y a des conventions que le Congo a signées, contre la torture, par exemple. Théoriquement, nous avons signé la convention contre la torture. On ne peut pas agir de la sorte. Mais tous les prisonniers sont torturés. Le cas de Kalakala, on a jeté pratiquement mort à la banque de Brazzaville. C'est ce déni de droit par le système actuel qu'il faut combattre. Alors, déni de droit, je vous entends, monsieur, utiliser un vocabulaire très important, riche, un symbole, mais on vous dirait peut-être, est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard en fait? Est-ce que ce n'est pas le pompier qui arrive après? Parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui, monsieur Touramani, vous avez déjà cité depuis les années 50, on est quand même dans ce même climat. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille aujourd'hui pour se dire, mais tiens, on a cette situation, peut-être qu'on fasse quelque chose, ou qu'on change notre fusil d'épaule, puisque le discours qui était le vôtre était d'abord politique. Aujourd'hui, vous revenez dans le cadre de la société civile et en reprenant en fait ce discours du droit et de faire que rien que le droit. Non. Je crois que le problème ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on décide, nous décidons, parce que je ne suis pas seul, nous décidons de faire le travail au niveau de la conférence nationale pour que les biens mal soient restitués, pour que les morts, pour qu'on puisse voir les morts. Je suis quoi? Je suis politique, je suis de la société civile. Non. Je pense ce qui est en train de se passer par rapport à la nouvelle génération politique que nous voulons créer, il faut qu'elle puisse avoir un certain nombre de valeurs. Et la justice et le droit font partie de cette valeur. C'est bien pour ça. On ne fait pas marche en arrière. On crie un peu plus fort, tout simplement, en disant qu'on ne peut pas devenir politique si on ne prend pas les valeurs qui sont fondamentales. Monsieur Balogna en a parlé. Un pays sans droit est un pays perdu. J'ai essayé de faire la même chose en ce qui me concerne, je peux parler de moi, notamment de la PCCI, qui est
une association qui est membre donc, du groupe de contact, nous avons fait le travail à la conférence nationale. Quand nous revenons faire le travail des disparus du beach, c'est le même travail. Quand nous faisons le même travail au niveau des biens mal acquis, c'est le même travail. Mais les gosses qui sont morts au niveau des disparus du beach, c'est les mêmes morts qui risquent d'y avoir s'ils vendent le fameux couvert qu'on trouve sur Sassou Nguesso. Le problème du pool, le problème des disparus du beach, ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, c'est le même problème, mais avec plusieurs aspects. Donc il est grand temps qu'on attaque par la racine. Pour attaquer par la racine, nous avons décidé, donc avec le groupe de contact, mais on aimerait dire aussi que nous attendons qu'il y ait plus de gens au niveau du groupe de contact. D'accord. Il y a quelques organisations. Donc le groupe reste ouvert aujourd'hui. Il est totalement ouvert. Oui. Voilà. Et je pense même au niveau du droit, il faut qu'on insiste là-dessus, même au niveau de la table ronde. Je crois que ça a été évoqué. C'est vrai, le droit est bafoué au Congo, mais ce n'est pas pourtant, on ne doit pas invoquer le droit, puisque les textes qui existent au Congo mentionnent très bien que le droit est là, mais il n'est pas appliqué. Il y a une différence. Il n'y a pas d'inexistence du droit au Congo. Il y a le droit au Congo, mais qui n'est pas appliqué. Donc, il va falloir maintenant, tout l'effort que nous avons fait au niveau du groupe de contact, c'est de dire qu'à jamais le droit doit triompher sur l'arbitraire. Et demain, nous irons vers d'autres partenaires qui seront politiques. Donc, il y aura plusieurs volets. D'accord, il y aura plusieurs volets. Alors, monsieur, j'aimerais que l'un de vous m'explique la chose suivante. C'est que vous avez constaté que chez les Congolais, en fait, on déplore une certaine indifférence de la communauté internationale sur la situation qui prévaut au Congo. On voit très bien les gens se préoccuper de ce qui se passe au Togo, alors qu'au Congo, ça a commencé un peu plus longtemps. On voit toujours la communauté internationale être attentive, notamment l'Union européenne, à ce qui se passe au Gabon. Or, pour ce qui est du Congo, ben, tout le monde est quasiment sur la réserve. Or là, vous ramenez des fédérations internationales, que ce soit des associations internationales qui sont au premier plan au niveau de la prise en charge des questions liées aux droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une réconciliation, ou bien c'est la démarche qui est la vôtre, ou la démarche de départ qui n'était pas la bonne, pour aller chercher ces organisations afin d'accompagner les Congolais aujourd'hui dans ce combat? Il faut le dire sur ce point, mais c'est vrai, vous avez raison. Par le passé, il y a eu beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'improvisation. On mélangeait tout. On allait voir les associations de droits de l'homme en parlant des coups d'État. Et vous dites que maintenant, ce n'est pas notre préoccupation. Vous allez voir des structures importantes sans avoir au préalable des dossiers. Mais c'est de l'aventure, ça ne peut pas aboutir. Du coup, les gens qui vous regardent me disent, mais tiens, mais c'est de l'aventure, c'est bien sûr, on ne peut pas leur donner de crédit. Et tout ça, ça a été le quotidien de la lutte politique congolaise. Mais pas de ton voyage aux États-Unis. Mais oui, je suis allé aux États-Unis en 2014, dans le cadre des assises, bien entendu. Oui. Mais on s'est rendu compte de l'impréparation. Quand nous allions aux États-Unis, au niveau de la NED et même au niveau du Congrès, on nous demande, monsieur, mais qui êtes-vous? Mais où sont vos dossiers? On n'avait rien du tout. On n'avait que des paroles. Mais les paroles ne suffisent pas, il faut des dossiers. Mais il faut dire aussi que là, nous avons en présence aussi un système politique qui a un émaillage de lobbying important, qui fonctionne avec les moyens d'État. Et aux États-Unis, nous en avons fait les frais quand on arrive. Des gens, un comité d'accueil, des lobbyistes qui nous empêchent de nous exprimer. Il y a ce phénomène-là. Mais je pense que la prise de conscience dans la nouvelle démarche qui change à partir de la table ronde, et je pense qu'on inaugure là une nouvelle saison qui va s'ouvrir devant nous, c'est de travailler de façon méthodologique et de façon technique. On pense au préalable, on imagine ce qu'on va faire, et c'est ce que nous avons fait, et les résultats étaient là. Vous-même, vous l'avez constaté. Quand on travaille bien avec des dossiers, on a des partenaires importants qui peuvent venir pour voir. Et je pense qu'il faut qu'on travaille maintenant sur tous les plans. Benjamin Tangmani, je vous taquinais tout à l'heure que vous étiez un vieux Parisien, mais vous dites que vous étiez un vieux Français. Les combats congolais à Paris et en France, vous les connaissiez. Alors comment est-ce qu'on ait pu gérer un amateurisme comme celui-là, alors que les problèmes étaient sérieux depuis longtemps? Je reviendrai sur une question que vous avez posée, hein, celui de Sassou. Oui. Ça me rappelle un peu Verchaf quand on discutait ensemble. Il nous disait, même mieux que le Gabon, le Congo représente une plaque tournante de la France-Afrique. Et à l'heure actuelle, il faut se rendre compte que même quand on change de président, ce n'est pas nécessairement les institutions qui font la France-Afrique. La France-Afrique, elle est sur tous les régimes, elle traverse tous les régimes. Donc même si aujourd'hui M. Macron veut effectivement en finir avec la France-Afrique, il faudrait qu'il voie au niveau racinaire où s'implante la France-Afrique. Si on ne parle pas de M. Sassou un peu à gauche à droite, c'est parce que M. Sassou déroule un lobbying très important
au niveau même des hommes politiques français. Et c'est ce que nous voulons casser. Nous voulons casser cette chose-là en nous organisant complètement et en allant petit à petit voir, effectivement, travailler autrement pour voir où se trouvent justement ces racines-là pour pouvoir les détruire. La France-Afrique est un véritable danger pour nous. Et si on ne la change pas, quels que soient les changements qu'il y aura à Brazzaville, il y aura cette difficulté-là. Et moi, je voulais ajouter aussi, s'il y a une réussite de cette table ronde, parce qu'autour de la table ronde, au niveau des équipes de préparation, il y a une convergence, il y a une unité, une cohérence aussi, parce que nous tous, nous avons la même vision de la table ronde, de ce que nous faisions. Par le passé, ce n'était pas le cas. Quand vous vous retrouvez dans une sorte de multitude d'intervenants que vous ne partagez pas, il n'y a pas de fécondation d'idées, vous ne pouvez pas parvenir à une action cohérente et qui soit porteuse comme celle que nous avons menée. Regardez le sens. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, non, je peux citer, hein, comme ça c'est très intéressant, parce que ce n'est pas la peine qu'on puisse le cacher. Je vous cite par exemple une initiative partagée par les organisations congolaises, organisée par les organisations congolaises. Collectif des parents des disparus du Beach. Plateforme congolaise contre la corruption et l'impunité. Plateforme associative Assise nationale du Congo. Collectif Ça suffit. Association citoyenne de solidarité pour le Congo. Coordination congolaise de la société civile de la jeunesse chrétienne. Jeunesse chrétienne. Donc les chrétiens se mettent à l'action parce que ça manque un peu. Alliance congolaise pour l'organisation africaine. Forum radio et télévision des droits de l'homme. Donc ça fait quand même, à mon avis, un certain nombre d'organisations qui, pour une fois, décident d'avoir une stratégie commune pour attaquer ce problème-là. Donc, comme vous avez dit, nous sommes encore totalement ouverts, donc nous avons là-dedans. Voilà. Donc, d'autres peuvent vous rejoindre. Alors, on se rend bien compte aussi que finalement, si il y a, avec ce professionnalisme, une réconciliation avec la communauté internationale, des organisations internationales, les Congolais eux-mêmes, que doivent-ils faire? Comment peuvent-ils prendre en main cette affaire à vos côtés? Monsieur Balonga. Oui, mais moi je pense que la participation congolaise est utile parce qu'il y a ce qu'on appelle dans toute action une locomotive et puis il y a aussi ceux qui sont derrière. Hein, et c'est important. Et Andrea, je crois que lors de son passage dans TV5, a souligné un point important. Les Congolais, quelle est leur participation militante, civile, c'est de donner des informations. Moi, je suis Congolais de Brazzaville ou de Paris, j'ai une information qui va dans le sens de la lutte et que je verse ça au profit de ceux qui organisent une table ronde, qui mènent une action congolaise. C'est ça aussi la participation. Et la participation que nous attendons aussi, elle est aussi financière. Mercredi 13, après la table ronde, il fallait offrir un pot. Mais nous ne fonctionnons pas avec les moyens d'État, nous fonctionnons avec nos propres moyens. Ici, il y a de plus en plus de Congolais qui se mobilisent. Je comprends l'inquiétude de certains d'entre nous qui disent « Ah, moi, je vais au Congo tous les ans, je n'aime pas m'afficher. » Oui, on n'est pas obligé de s'afficher. On est obligé aussi, on peut faire un financement indirect, mais sans pourtant qu'on soit vu dans les médias. Donc voilà ce que nous devons attendre aussi de ces populations, de se dire que ces questions-là de droits humains que nous parlons aujourd'hui ne sont pas des questions de telle personne ou telle autre personne. C'est des questions qui nous doivent tous nous concerner. Même ceux qui vont au pays, s'ils arrivent au pays, sont arrêtés arbitrairement à Maya, ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour cela, tous les Congolais sont invités, effectivement, selon leur capacité, leur façon de faire, de participer à cette action qui est la nôtre, et surtout financièrement, ou par des idées, ou par des informations. Les moyens sont divers, c'est à eux de choisir comment, par quel biais ils peuvent s'atteler à ce mécanisme de la lutte. Bon, je vais peut-être dépasser le cadre pour dire que, de toute façon, le soulèvement que nous attendons tous, même au niveau de la société civile, hein, parce que ce jour-là, nous avons parlé également de ce qui devait se passer, des responsabilités. Le soulèvement ne viendra que de la société civile. Parce que la société civile, parce que les populations n'ont plus confiance en leurs politiciens. C'est ça ce qui est en train de se passer au Brazzaville. Les deux ne sont pas d'accord. Donc, toutes les actions que nous sommes en train de faire visent aussi à la prise de conscience d'un certain nombre de la société civile afin qu'elle continue ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils subissent la crise dans leur chair. Donc, ils n'ont pas besoin de politique à l'heure actuelle pour pouvoir se révolter, pour aller conquérir la liberté.
Alors, messieurs, permettez que je fasse le congolais de base, hein, en disant que voilà, un discours comme le vôtre, c'est souvent un discours d'opposants, même si nous sommes là dans le cadre de la société civile. Certains qui nous suivent, qui disent, mais voilà, bon, moi je ne veux pas aider, mais sauf que c'est que de la politique, et ces gens-là, ils font que de la politique, c'est un discours d'opposants. Comment rassurer les Congolais lambda que ce combat est avant tout un combat transpartisan, mais qui nous permet, ou qui vous permet de travailler d'abord sur les libertés de tous et de chacun. Je vais donner un peu mon exemple. Quand on est en prison, qu'on n'a qu'un peu une petite fenêtre, vous transmet la lumière. C'est par cette petite lumière-là que vous avez de l'espoir, que ceux qui sont à l'extérieur pensent à vous. La première chose, s'occuper des prisonniers et de la détention arbitraire est un devoir pour nous, un devoir fondamental. Pour celui qui nous demande, oui, vous êtes en train de faire la politique, on leur demanderait simplement pourquoi se fait-il qu'il y a plein de gens qui sont arrêtés et le monde politique ne s'en saisit pas du tout. Donc si nous, si on prend ce genre d'initiative, ce n'est pas parce que nous voulons nécessairement faire la politique, mais c'est parce que c'est fondamental. Le problème de la liberté est fondamental. Si nous ne luttons pas pour ces gens qui sont en prison, si nous ne luttons pas pour monsieur Bokoko, si on ne lutte pas pour mon petit frère Landa qui est dedans, qui n'avait que 17 ans et qui est mort en prison, je prends le cas de Batola qui est mort. Si je pense à Batola, je pense que c'est politique. Batola, je ne le connaissais pas, mais je ne peux pas supporter, comme je n'ai pas pu supporter par au Beach, que quelqu'un qui a 15 ans ne voit plus le soleil, parce que de l'autre côté, une dictature qui pense qu'il ne faut pas qu'il existe. Alors ça, je le dirai aux populations. Pour ça, je n'ai pas besoin de parler politique. Je dis, dès qu'on tue ou on enferme quelqu'un, il y a quelque chose en moi qui dit que je ne peux pas le tolérer. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce que je dirais. C'est avant tout dans l'estomac, dans le cœur, qu'on se dit effectivement que l'arbitraire ne doit pas nous habiter. Tout à fait. Tout à fait. Le problème que pose Benjamin Tougamani est juste. Il ne faut pas que les Congolais attendent que le jour où ils vont être touchés dans leur chair, qu'ils vont se rendre compte qu'on est en face d'un système qui viole les droits humains. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas normal, c'est un droit de la population d'avoir de l'eau potable. La population a le droit de revendiquer ce droit-là. Est-ce que quand je lui dis je fais de la politique? Non, tout simplement. Les enfants ont le droit à l'éducation. Est-ce que quand je lui dis je fais de la politique? Mais non, je ne fais pas de la politique. Le droit à une vie saine, à l'hygiène. Mais les populations ont ce droit. Donc il ne suffit pas. Donc n'attendez pas. Mais tu l'as dit toi-même, il a le droit de. Oui, donc je pense que pour les Congolais de base qui voient tout dans la politique, finalement, il y a un brouillage aussi du système politique qui pense que dès qu'on élève la voix, il fait de la politique. Mais tout n'est pas forcément politique. Il y a aussi des activités qui relèvent tout simplement des droits citoyens. Et c'est pour cela, non, c'est pédagogique. On a voulu commencer par ça. C'est table ronde qui situe les choses aussi. Quand on se retrouve, on va parler des vraies questions qui concernent les Congolais, mais sans pourtant évoquer cet aspect connu, politique, au sens... prendre le pouvoir, au sens large congolais. Voilà. Au sens congolais, dire, alors, ce que je voudrais, messieurs, on arrive quasiment à la fin. Déjà, aujourd'hui, moi, je suis congolais de Washington ou encore, je dirais, congolais du côté de la Scandinavie. Je fais comment pour participer, en fait, ou pour apporter ma contribution au travail qui est le vôtre aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'en passant déjà à Zanet TV, nous portons très loin, parce que là, en ce moment, nous sommes suivis. On est en direct, donc je pense que s'il faut lancer un appel à tous ces Congolais qui sont un peu partout dans le monde, Dieu sait très bien qu'aujourd'hui, les Congolais, on les trouve dans tous les continents, c'est de prendre attache avec nous, et de voir dans quel sens nous allons, et puis... Donc ça veut dire aussi, est-ce que ça veut dire aussi, Benjamin Tougamani, que les gens là où ils sont, ils peuvent se mettre en petit comité, réfléchir et vous apporter en fait leur contribution, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan intellectuel ou en termes d'expertise. Voilà. Nous faisons cette mobilisation là, les gens prennent. Donc aujourd'hui, en fait, c'est l'occasion de lancer cet appel à tous les Congolais. Absolument, parce que le combat qui nous concerne, on ne peut pas mener un combat comme celui-là en étant seul. Ça s'incarne par une personne. C'est la collectivité, c'est l'ensemble des gens qui sont réunis autour de cet objectif-là de la protection des droits de citoyens qui doivent s'unir.
Hein, comme on dit chez nous, il y a un adage célèbre qui dit que si le feu est rempli d'eau, c'est parce que l'eau vient de plusieurs rivières. Et aujourd'hui, cet appel, oui, mais est lancé à tous les Congolais, partout où vous soyez, pour participer financièrement, par des idées, par votre contribution, par des études efficaces. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'expertise. On ne pourra gagner ce combat-là aussi qu'en mettant beaucoup d'expertise, beaucoup de méthodes. Donc tous ces Congolais-là sont invités autour de ce projet-là pour que nous avancions demain vers des lendemains meilleurs. Je me demande, vous voulez compléter quelque chose par rapport à ça? Non, je complète en disant tout simplement que vous avez donné la solution. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est que aujourd'hui, nous allons commencer avec les prisonniers politiques. Mais demain, nous allons peut-être prendre autre chose au niveau. Mais ce que nous retenons, c'est ce qu'il a dit, c'est le droit. Les Congolais ont le droit d'eux. Donc quand on dit ça, ce n'est pas une question de la politique. Donc quel que soit l'endroit où ils sont, effectivement, ils ont la possibilité de pouvoir apporter quelque chose ou d'être en communication directe avec nous ou avec une de ces organisations. Et puis il ne faut pas oublier que ce n'est que le début, que nous allons avoir des choses que nous allons faire à l'extérieur. Oui. Par exemple, il est prévu que nous rencontrions le groupe Amitié France-Congo et que peut-être dans une institution française qu'on fasse des conférences, à l'extérieur. Nous serons nécessairement obligés d'aller au niveau de l'Europe, peut-être au niveau des États-Unis. Donc nous demandons à chaque fois que nous allons faire une action, que les gens qui sont à l'extérieur... Alors peut-être que la question nous sera posée tout à l'heure par vous-même. Ceux qui nous regardent se disent, mais oui, bon, c'est bien beau, vous avez fait une table ronde, vous avez eu un parterre important, vous avez tout dit, par des choses, mais la mise en œuvre, qu'est-ce que vous allez faire demain? Mais oui, mais justement, à tous ceux qui se posent cette question, je leur dirais tout simplement qu'un groupe de contact avec nos partenaires est d'ores et déjà mis en place. Nous allons nous retrouver prochainement, parce que c'est ça aussi, la nouvelle donne aussi, c'est de travailler toujours en symbiose. Ce sont nos partenaires, on ne peut pas décider tout seul. Donc, on va se retrouver très prochainement. On va donc dégager les axes de notre axe, de nos actions futures. Et nous reviendrons certainement devant Zénativier. Et très rapidement pour en parler. Donc, un groupe de contact est déjà conçu avec nos partenaires. Nous allons faire le point, la synthèse de tout ça. Et nous allons voir dans quelle direction demain nous irons dans le cadre des droits humains et des libertés publiques au Congo-Brazzaville. Voilà, juste pour dire aux personnes, aux femmes, aux hommes qui nous suivent, que vous pourriez en fait, soit sous forme de commentaires, laisser vos suggestions ou encore la possibilité qu'on puisse prendre attache avec vous, notamment ces personnes qui organisent en fait ce travail aujourd'hui, afin que vos contributions soient prises en compte et pour que cette question de droit puisse avancer au Congo. Messieurs, pour terminer, nous sommes quasiment à la fin de l'année. Finalement, quel a été le bilan pour vous de cette année 2017? Il y a un bilan très intéressant, c'est que pendant tous les Congolais se rendent compte effectivement que M. Sassou Nguesso a échoué. 32 ans après, il n'avait pas de lunettes, c'est ah oui, mais justement, mais la crise financière qui frappe le Congo, parce qu'il y a une époque financière, quand on voit les gens qui ne sont pas payés, les salaires ne sont pas payés, etc., quand on voit le CHU fermé, de mémoire, M. Makosso, vous et moi, est-ce que nous avons vu, vraiment, on a vu le CHU fermé? C'est pas possible. Les Congolais savent que nous sommes arrivés pratiquement à un fait que personne ne peut contester. Le pouvoir est totalement fini du point de sa capacité de pouvoir s'occuper des Congolais. Le reste, c'est de l'arbitraire. C'est vrai qu'en cette fin d'année, on est tenté de se poser effectivement plusieurs questions, comme vient de dire Benjamin Tongabani. Tous les ingrédients aujourd'hui au Congo sont réunis pour que ça explose. Pourquoi il n'y a pas d'explosion sociale? Point d'hôpitaux, point d'école, point d'eau. La vie est dure, les Congolais souffrent, triment dans leur propre pays. Je discutais l'autre jour avec un jeune homme qui disait j'en ai marre de vivre cette misère dans mon pays, quitte à aller même en Libye, être humilié, mais au moins je trouverai une justification à ma liberté, à mes souffrances. Mais moi je dirais à ces jeunes-là, il y a l'espoir, l'exigence du droit. Il faut dire à ces jeunes-là de ne pas se laisser abuser par ce régime, qu'ils ont le droit de revendiquer des choses, le droit de travailler, il y a un droit de travail au Congo, le droit d'être éduqué, il y a un droit aussi qui existe au Congo, le droit, qu'ils revendiquent ces droits-là, qu'ils fassent pression, parce que ce sont eux, en fait, c'est le peuple qui est le moteur de la révolte de demain, que l'ensemble des Congolais attendent. Si le peuple ne prend pas conscience de ça, de ses propres droits, rien ne se fera.
Donc moi j'en appelle pour cette année nouvelle que chaque Congolais se dise j'ai des droits dans ce pays, il faut que je les revendique. Le premier droit, c'est le droit de dire non. Parce que la plupart des gens qui sont assis ont dit non. À Brazzaville, on a le droit de dire non, on a le droit de ne pas aimer, on a le droit. Le problème du droit, c'est le droit qui doit effectivement être le moteur du soulèvement. Et votre vœu, Benjamin Toumani, pour terminer, le vœu 2018 c'est que la dictature ne termine pas l'année 2018. Ça ne peut être que ça. C'est le seul souhait que chacun a dans son cœur. Ne verbalise peut-être pas, mais non, moi c'est celui-là. On ne peut pas continuer à vivre dans ce malheur-là. Et à regarder nos parents, parce que nous sommes en France, regarder les parents en train de, petit à petit, c'est un enfer en Brazzaville, ils sont en train de mourir petit à petit. Oui. Messieurs, merci. Nous vous remercions aussi. Oui. Tous mes remerciements, merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi ce live du samedi avec deux hommes, monsieur Justin Balonga et messieurs Benjamin Toumani, qui sont venus ici nous parler, en fait, faire une sorte de recension de la table ronde qui s'est déroulée le 13 décembre 2017 à Paris sur la détention arbitraire et les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Vous avez bien suivi que c'est une démarche qui vient de commencer, qui va se poursuivre, donc toutes les contributions sont importantes et nécessaires. De là où vous êtes, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez participer et contribuer au travail qui se fait actuellement. Ils n'ont pas changé de fusil d'épaule, mais ils ont pris quelque chose qui est essentiel, c'est leur droit de pouvoir dire autre chose au Congo que l'arbitraire, sinon de faire parler le droit et surtout de faire entendre la force du droit. Merci à Noko Komungakoso, merci à vous aussi d'avoir été là. Le programme des TV continue et les lives continuent aussi. À tout à l'heure. Au revoir.